Bonjour Claude, on est ravis, pas tu, on est déjà ravis de t'accueillir sur Planète Food Santé. Moi j'étais un petit peu frustrée parce que tu étais venu à notre rencontre pour parler de pédagogie alimentaire et puis on avait tellement d'invités, tellement de choses à se dire. J'avais l'impression que tu ne nous avais pas tout dit et moi je suis du coup ravie qu'on te réserve un petit temps sur Planète Food Santé dans notre nouvelle pastille qui s'appelle la transition alimentaire du pain pour parler de transition alimentaire et puis peut-être pour terminer un peu notre conversation. Je vais d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es journaliste, diplômé en communication et en sciences du langage et philosophie, mais tu es aussi un consultant en stratégie et coach psychocorporel. Moi, je ne vais pas y arriver. Tu es fondateur de l'École des principes. Peux-tu nous dire en quoi elle consiste? Euh, j'ai été journaliste, euh, mais mon activité principale, c'est le coaching depuis plus de 25 ans. Et l'école des principes, c'est la possibilité pour moi de mettre en avant ma pédagogie qui est la dynamique personnelle, en fait, euh, et qui consiste soit par le biais de l'expression corporelle, soit par le biais de l'expression personnelle justement de s'intéresser aux phases de changement et d'évolution personnelle. Donc, ce qui fait probablement le lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la notion de transition, qu'elle soit alimentaire ou autre. Voilà. Alors, ma première question, et je serais ravie d'avoir ta réaction dessus, c'est si je te dis transition alimentaire, que t'inspire cette expression? Alors, eh bien, elle m'inspire euh, un gros problème. En fait. Elle me pose un énorme problème, cette expression. Euh, Parce que euh, Euh, comme je le disais précédemment, euh, je suis effectivement consultant en stratégie, mais je suis surtout coach. Et il me semble, mais je peux me tromper, en tout cas moi c'est comme ça que j'approche ce métier depuis des années. Le coaching, c'est essentiellement l'art de la transition. On accompagne les personnes dans des transitions, des phases de transition. Et souvent d'ailleurs des phases de transition qui sont extrêmement mal euh, comprises par les personnes. Donc, il faut leur expliquer qu'ils sont dans une phase de transition et qu'il ne s'agit pas de la transition qu'ils avaient cru anticiper ou à laquelle ils essayaient de se soustraire. Bon. Donc, tout ça est très subtil. Et l'expression transition alimentaire, en fait, ce qu'elle me pose comme problème, c'est que il y a une sorte de postulat de départ qui consiste à dire euh, on peut passer d'un état médiocre à un état meilleur. Euh, et donc, il y aurait des énergies, des compétences, des talents qui seraient capables de se mettre en synergie pour faire en sorte que cette transition alimentaire survienne. Là où ça me pose un problème, c'est qu'on néglige, à mon avis, terriblement le fait que d'un autre côté, il y a des énergies, des compétences, des talents qui s'organisent d'une façon incroyablement puissante pour faire exactement le contraire de ça. Et eux, ils sont extrêmement nombreux. Ce sont des armées. Donc, le premier problème que ça me pose, c'est le déséquilibre des forces. C'est-à-dire que pour une personne qui s'ingénie à sa manière pour que ça aille mieux sur le plan de la transition alimentaire et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus intelligent, entre guillemets, il y en a des centaines qui font exactement le contraire, consciemment ou non, je reviendrai là-dessus si tu veux bien plus tard. Voilà. Tu nous avais dit quand tu étais venu voir, quand tu étais venu nous voir dans le webinaire sur la pédagogie, que toi, tu distinguais plusieurs types de consommateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu lesquels toi tu distingues et pourquoi tu fais cette distinction en fin de compte? Alors tu fais bien de me dire ça parce qu'en fait, je n'avais pas tout à fait dit ça. Mais effectivement, c'est comme ça que c'est entendu, parce que je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà publié
sous forme entre guillemets, de tribune. J'en ai parlé à l'occasion de nos échanges vidéo. Et ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'en chacun de nous, il y a 3 formes d'expression qui peuvent être identifiées et qui sont 3 manières de se situer en tant que consommateur. Il y a le consommateur ignorant, c'est-à-dire c'est celui qui consomme de la manière la plus spontanée, intuitive, comment dirais-je, immédiate, irréfléchie, et j'ai envie de dire donc d'une certaine manière imbécile. D'accord ? Ensuite, il y a un consommateur que moi j'appelle le consommateur averti, qui lui consomme en tenant compte d'un certain nombre d'alertes, d'informations, de spécifications, d'orientation, de guidage, de conseils, de tout ce qui existe et qui est médiatisé, médiatisable et qui apparaît dans nos environnements de plus en plus d'ailleurs fournis sur ce plan-là. Donc ça, c'est le consommateur averti. Et puis, il y a une 3e conscience de consommateur qui peut s'exprimer en chacun de nous, qui est le consommateur éveillé. Et là, on est sur le niveau supérieur. Le consommateur éveillé, ce n'est pas simplement un consommateur qui n'est plus ignorant. Ce n'est pas simplement un consommateur qui a des informations et qui est averti, et donc qui en vaudrait 2. Non, c'est un consommateur qui non seulement n'est plus ignorant, mais le souhaite, c'est-à-dire qu'il en est conscient, non seulement est averti, mais en plus de ça, est capable de faire le tri dans les informations qu'on lui fournit pour comprendre de quelle manière on essaye ou non de le piloter, de l'influencer de la bonne ou de la meilleure manière, et ensuite qui essaye de s'auto-déterminer, c'est-à-dire qui fait tout pour préserver son autonomie et son intelligence en termes de décision. Voilà ce que je disais. Alors du coup, je vais rebondir sur un post sur lequel tu as eu la gentillesse de compléter concernant le Nutri-Score. Et j'étais étonnée, il y a eu plus de 300 commentaires sur ce post, que les gens ont découvert en définitive que tu pouvais manger de la cochonnerie en A et de zapper des bons aliments qui étaient classés E. Alors, je ne sais pas ce que ça t'a inspiré, alors pas le post, et puis on n'était pas là pour faire de la promo pour le produit dont je parlais, mais en fin de compte, le fait que malgré toute l'information, on a toujours l'impression que le consommateur découvre. Ça m'inspire, ce que ça m'inspire, c'est l'incroyable sophisme qu'on trouve dans l'univers du consommateur averti. C'est-à-dire qu'on peut se faire balader, ni plus ni moins. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut, en utilisant le Nutri-Score ou en utilisant je ne sais quelle signalétique ou je ne sais quel type de recommandation, on peut ni plus ni moins manipuler des masses de consommateurs en essayant de leur faire croire qu'ils sont en train de prendre de bonnes habitudes par contraste avec leurs anciennes mauvaises habitudes, alors que tout cela est faux. Tout cela est totalement orchestré, manigancé, et profite à une sorte de système qu'on appelle la consommation de masse. Voilà. Donc c'est ça que ça m'inspire, et c'est très grave. Parce que là, il n'y a pas de consommateur éveillé. Là. Voilà. Oui. J'étais étonnée parce qu'il y avait quand même un niveau de gens qui auraient dû avoir un niveau de connaissance suffisant pour ne pas découvrir la chose. Et moi, j'en avais entendu parler depuis fort longtemps et je m'étais dit, il faut vraiment que j'aille voir ce paquet de choses que j'ai mis en ligne. Et j'étais assez étonnée des réactions. Sébastien Boller, dans son livre Le bug humain, il explique qu'en fin de compte, on est sollicité perpétuellement via notre striatum avec des produits qui nous rendent totalement addictifs. Comment faire, d'après toi, et avec quels outils on pourrait
Alors, responsabiliser, c'est peut-être pas le bon mot, mais en fin de compte, essayer de pencher quelque chose, parce que on voit bien qu'on a beau nous dire oui, enfin, les consommateurs mangent sain et durable, ils mangent des circuits courts, mais dans la réalité, on voit que c'est pas si clair que ça. En fin de compte, l'alimentation saine et durable, déjà chacun entend ce qu'il en veut. Voilà, hein, manger du A qui est plein de sucre. Chacun entend ce qu'il en veut. Quel serait, d'après toi, en fin de compte, est-ce qu'il y a une espèce de pouvoir magique? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de magique à faire par rapport à ça? Ce qui est magique, pour reprendre ton terme que j'aime bien, c'est la vie qui s'exprime en chacun de nous. Ça, c'est magique. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, mais c'est extraordinaire d'être vivant et de fonctionner organiquement. Pardon. C'est extraordinaire d'être doté de tous les sens qui sont les nôtres. Le goût, l'odorat, le toucher, enfin la vision, l'audition, tout ça, c'est incroyable. Bon, bon. Et se nourrir, c'est convoquer ses sens. D'accord? Donc déjà, ça c'est extraordinaire. Et ça, c'est notre talent d'être humain. Bon. Donc ça, le simple fait de l'activer quotidiennement de la meilleure manière possible, c'est déjà se préserver de problèmes alimentaires en termes d'habitude, déjà. Hein. Deuxièmement, avant de développer ce que je viens de dire, on pourrait, là, les gens qui m'écoutent ou qui ont pu me lire, ou voilà, pourraient se dire, ah oui, mais voilà, il est ultra pessimiste, il est en train de dire que tout ce qu'on fait de bien, ça sert à rien parce que il y a une armée qui ferait des trucs négatifs. Je suis pas en train de dire ça, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, et je vais prendre l'exemple là de la logique, de la magie de, de la vie qui s'exprime organiquement en chacun de nous. C'est ce que je dis, et c'est pour ça que je parle d'école des principes et donc de dynamique personnelle. Ce que je dis, c'est que on a tendance à partir sur des raisonnements et sur des démarches qui, à mon avis, sont très techniques, très élaborées, déjà trop élaborées, euh, pour contrer ce qui se fait de mal. Je m'explique. La meilleure façon, à mon sens, d'instruire les gens sur le fait de bien se comporter ou de mieux se comporter pour leur profit personnel, pour leur bien-être personnel, avec la nourriture, c'est d'apprendre à respirer. C'est aussi bête que ça. Ça paraît idiot, mais je veux dire, la plupart des gens, ça pas respirer. Or, qu'est-ce qui régule l'organisme? C'est la respiration. On respire en moyenne 20 000 fois par 24 heures, 20 à 25 000 fois selon les individus. Euh, S'il y a bien une chose qu'on sait métaboliser, c'est l'air. D'accord? Donc on le digère. C'est digéré par notre organisme. D'accord? Et on se rend bien compte que quand la qualité de l'air qu'on respire n'est pas bonne, on est mal. Donc on est extrêmement sensible à ça. D'accord? Donc je pense que la première chose à faire, ça serait déjà de partir de la première source d'alimentation de l'être humain qu'on qualifie d'être vivant, à savoir s'oxygéner. Et si on commençait par donner des cours aux enfants dès la maternelle sur les bienfaits, l'intérêt, la valeur capitale de la conscience euh, d'être respirant et co-respirant, c'est-à-dire que non seulement on respire, mais les autres aussi respirent. Tout le monde respire. Bon. Je pense déjà qu'on aurait un rapport à son organisme à son activation au niveau sensoriel nettement supérieur. Et partant de là, on aurait beaucoup plus de capacité à sentir les aliments, à les toucher, à les voir, à les goûter, à faire confiance à notre organisme pour avoir des informations et pour ensuite se repérer sur ce que c'est qu'une banane, une pomme, une carotte, du sucre raffiné et ainsi de suite, et de la graisse, et voilà. Bon. Donc, je pense que
cette logique est là. Et juste, j'ajoute un dernier truc par rapport à l'histoire de la respiration, parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est néo-spirituel, c'est du New Age, du vieux New Age ressassé. Pas du tout. Je prends un exemple. Regardez un des critères qui qualifie la malbouffe. C'est le fait que ce soit rapide, les fast-foods. Quand on mange rapidement, on respire mal. Tout le monde le sait, tous les nutritionnistes vous le diront. Plus vous prenez votre repas rapidement, moins bien vous respirez et moins bien vous appréciez ce que vous mangez. Parce que vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui se passe, vous n'avez pas le temps de comprendre de quoi il s'agit véritablement. Donc votre cerveau, il ne fait pas le travail qu'il devrait faire d'identification. Donc il ne vous repère pas dans la démarche. D'accord? Donc ça, c'est lié à quoi? Du calage rythmique, la respiration, la conscience de soi et la conscience de l'instant. À l'opposé de ça, on va trouver quoi? Feed, par exemple. Je prends un exemple, j'ai rien contre eux, je m'en fous, moi, Feed, je connais pas cette boîte, voilà. Mais quand je dis j'ai rien contre eux, j'ai rien contre les individus qui sont à l'origine de Feed, mais la démarche elle-même me paraît délirante. J'ai noté, en préparant cette entrevue avec toi, j'ai noté une phrase de Feed que je trouve hallucinante. Donc Feed, tout le monde voit ce dont je parle. Je parle des substituts de repas qui sont vendus sous forme d'espèces de boissons qui seraient censées être l'équivalent d'un repas, selon eux, d'accord? Et je vous lis les outils de communication de Feed pour vanter son produit. Textuellement, ils nous disent à consommer à la place de nos repas classiques. Je pense que tout le monde appréciera l'expression repas classique, d'accord? Et la marque propose, donc, pour souligner l'intérêt de son produit, de se nourrir autrement pour avoir plus de temps et se donner à fond en tout. Allez sur le site de Feed, allez sur les produits, vous verrez, c'est marqué ça. Se donner à fond en tout. Quand on est capable de produire des éléments de communication d'une telle imbécilité, il n'y a pas d'autre mot, ça ne veut rien dire. Tout ça est totalement creux, d'accord? On imagine bien que là-dedans, il n'y a pas de qualité de vie, il n'y a pas de qualité de présence à soi, il n'y a pas on met à la poubelle tout ce qui est commensalité, rapport aux autres, on devient totalement infra-individuel, on devient fonctionnel, on devient obsédé par l'idée de la performance, on devient, entre guillemets, on commence à se dire, bon, bah, manger, c'est une perte de temps, on est bien d'accord. C'est pas la peine de passer 3/4 d'heure à faire une pause déjeuner, à essayer de se dire, tiens, alors qu'est-ce qu'on mange? Ouais. Non, on prend une bouteille de Feed, ça dure 5 minutes. Pendant ce temps-là, on peut rester devant son ordinateur ou son téléphone portable et c'est réglé. Donc moi, ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement difficile de lutter contre ça. Extrêmement difficile. Donc, produire des démarches alternatives d'acculturation auprès des enfants, des jeunes, des ados, c'est une chose, des adultes, c'est très bien, mais il faut aussi massivement faire émerger un contre-langage contre ces démarches qui sont des démarches de propagande, il n'y a pas de terme. L'idée, en fait, c'est de déshumaniser les consommateurs. C'est beaucoup plus facile de vendre à des masses de consommateurs déshumanisés que de vendre à des personnes. Plus vous avez de personnalité, moins on va pouvoir vous vendre de l'uniforme et de l'insipide. Voilà. Est-ce que je peux te poser une question pour aller dans ton sens? En fin de compte, moi, de ce que je comprends, c'est qu'on est dans une culture très individuelle et en fin de compte très égocentrique de l'alimentation et qu'a priori, quand même, pour essayer d'améliorer ça, il faudrait qu'on redevienne à du collectif et qu'en fin de compte, le sens, là, de ce qu'on nous présente, c'est très individuel. Quand tu vois les offres qui sont composées vous-même, votre propre salade, enfin, il y a une identification très individuelle à l'alimentation. Et en fin de compte, on n'est plus dans le collectif. En fin de compte, moi, je me rends compte assez souvent dans mon travail, je dis aux gens, mais tous ensemble,
faire un repas, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on aurait pu faire avant dans le temps, tout ça, c'est passé, en fait. Donc, comme tu dis, tu prends ta bouteille, tu secoues, tu prends ton propre repas devant ton écran, puis chacun fait la même chose dans la famille, et puis en fait, compte, on n'échange plus rien. Parce que faire un repas, je suis d'accord que c'est partager, respirer, prendre son temps, mais c'est aussi échanger à ce moment-là, de partager quelque chose avec d'autres personnes du domaine de la conversation et donc du domaine de faire des projets, d'avancer, enfin voilà, ce qui fait que notre cerveau fonctionne. Je ne suis pas sûre qu'en étant devant son écran avec quel que ce soit d'autres que fil et autres, tu sois aussi là-dedans. Enfin, pour moi, ça concourt aussi à notre alimentation, enfin, au plaisir de s'alimenter. C'est de partager quelque chose. Alors oui, et pour reprendre tes mots, non seulement c'est individuel, mais c'est surtout individualisant. C'est-à-dire que on pourrait croire, quand on dit individualisant, on pourrait se dire ah ben c'est bien parce que en fait ça flatte mon identité. Mais non, c'est tout le contraire. C'est pas personnalisant, c'est individualisant. C'est terrible. C'est-à-dire que en fait, manger avec d'autres personnes, c'est accepter le fait qu'on a une personnalité. Toujours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas prêt à manger avec n'importe qui. Et de même qu'on n'est pas prêt à partir en vacances avec n'importe qui, et ainsi de suite. Et voilà. Bon. Donc, il ne faut pas confondre le fait de partager un repas entre personnes et le fait de se nourrir en tant qu'individu. Ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout dans le même registre de société. Ce n'est pas la même façon de faire société. Ce n'est pas la même façon de se mondaniser. On est sur quelque chose qui, en fait, génère un profond malaise identitaire et qui est terrible parce que c'est vicieux. C'est-à-dire que plus vous vous individualisez dans votre rapport à la nourriture, plus vous avez peur des autres. Parce que moins vous avez la capacité à vous affirmer en tant que personne, donc à vous agréger à d'autres personnes. Et donc, vous allez encore plus descendre dans le format le plus individualisant du rapport à la nourriture, ce qui fait que c'est un piège. C'est, entre guillemets, c'est un cercle vicieux. Et le cercle vertueux, c'est sortir de ça en commençant par restaurer un minimum l'estime qu'on a de soi-même et la valeur qu'on s'attribue. Donc c'est d'abord c'est se demander voilà qu'est-ce que je fais de mes journées, quelle est mon hygiène de vie, qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime pas manger, qu'est-ce que je pourrais découvrir ou redécouvrir, est-ce que je cuisine, est-ce que j'achète des produits non préparés, voilà. Bon. Donc tout ça c'est lié au comment dirais-je, à la problématique de la relation que chaque personne entretient avec elle-même, à commencer par les enfants, puisque en l'occurrence, c'est surtout eux qui nous intéressent le plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas rééduquer les personnes de 70 ans, 60 ans, 50 ans, c'est extrêmement difficile. On peut leur donner des conseils, leur faire des recommandations, mais ce n'est pas eux qui vont être le plus sensibles à ce genre de choses. Par contre, tous les gens qui sont encore relativement débutants dans la pratique d'eux-mêmes, c'est-à-dire les jeunes personnes, quand je dis jeunes, je relativise mon propos. Hein. Je veux dire ceux qui sont encore dans des démarches où ils ont vraiment envie de se ressaisir d'eux-mêmes. Je pense qu'il y a moyen voilà, de faire quelque chose de, comment dirais-je, de moins technique et qui renvoie plus au principe, c'est-à-dire au fait d'être soi-même et donc d'avoir beaucoup plus de chances d'exister fréquemment en tant que consommateur éveillé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on est consommateur ignorant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où on est consommateur averti, oui. Mais ça veut dire qu'on est capable d'être un des trois et le plus souvent possible, au moins averti, voire éveillé. Voilà. Maintenant, quand moi je vais avec ma fille au cinéma, j'achète des pop-corn, je suis un consommateur ignorant, hein, soyons clairs. Et je ne vais pas me dire à ce moment-là, ah, c'est pas bien, machin. Non, pas grave. Ce qui compte, c'est est-ce que quand je rentre le soir, est-ce que je continue à être un consommateur ignorant et le lendemain matin au petit déjeuner et au déjeuner et ainsi de suite. Si je suis systématiquement ignorant, c'est pas bon. Si je suis systématiquement ignorant ou averti, c'est pas bon non plus.
Je ne veux pas revenir sur l'exemple que je prends souvent et que j'avais déjà pris sur les pommes potes bio, mais non, on ne donne pas de la compote de pommes dans des petits habitacles en plastique avec une vis en plastique à des enfants de 4 ans ou 5 ans, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'explication, on ne peut pas justifier cet acte. C'est irresponsable. Pour plein de raisons, c'est irresponsable. Voilà. C'est hallucinant de donner ça à un enfant. Et c'est hallucinant de le vendre. Et c'est hallucinant que ça se trouve dans toutes les supérettes et toutes les épiceries à tous les coins de la rue. Vous allez avoir des pommes potes et toutes les marques. Il n'y a pas que cette marque-là. Mais c'est hallucinant. C'est pas normal qu'on accepte ça. On devrait dire non. En fait, les pommes, en fait, ça se mange sans les réduire dans des trucs en plastique. Voilà. Si la banane peut se manger, la pomme peut se manger. Il n'y a aucune raison de vendre des pommes potes. Voilà. Et en même temps, c'est ultra hypocrite. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez à votre Monoprix, vous allez acheter des pommes potes et en même temps, vous venez avec votre sac réutilisable. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas logique comme comportement. C'est faux de voir qu'on peut être, par exemple, consommateur averti en achetant des pommes potes bio. Ça, c'est fou. Voilà. Ou, comme tu le disais précédemment, en achetant des céréales Nutri-Score A. Je suis un consommateur averti. Je ne suis pas ignorant, je suis averti. J'ai regardé le Nutri-Score, j'ai fait attention. Voilà. Sauf que c'est une escroquerie. Voilà. Ouais. Écoute, moi, je crois que, enfin, je pourrais rester des heures avec toi, Claude. Et puis, je pense que les personnes qui nous écoutent aussi, parce que c'est cette vision de l'alimentation où je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de se reposer sur Nutri-Score, appli, machin pour manger. Et en fin de compte, c'est se déresponsabiliser, en fin de compte, dans un engagement, je veux dire, vraiment durable de l'alimentation. Moi, je reviens toujours à cet exemple, mais j'en suis encore sidérée des 280 commentaires qu'il y a sur le post, des gens qui ont découvert, moi je l'avais lu par hasard, qui ont découvert ça, donc ce qui veut dire que les gens ne prennent pas le temps. Alors c'est vrai que ça prend du temps de lire un peu les étiquettes, mais si on achetait direct au marché, on aurait moins besoin de lire des étiquettes et puis on cuisinerait. Mais ça c'est ma petite joke pour moi qui suis une ancienne cuisinière. Est-ce que je peux te demander un petit mot de conclusion, Claude, avant de nous quitter sur ce sujet? Mon mot de conclusion, c'est de dire tout bêtement que le contraire du pessimisme, à mon avis, dans ce domaine, hein, je parle de transition alimentaire, le contraire du pessimisme, c'est pas l'optimisme, c'est la lucidité. Et la lucidité, c'est lié à la pédagogie. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez à ouvrir les yeux, hein, je veux pas ressasser des classiques de la philosophie, mais il faut sortir de la caverne au sens, au sens platonicien du terme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire, voilà, de quoi se compose un repas? Qu'est-ce qui est mangeable, comestible? Qu'est-ce qui fait sens pour mon organisme? Qu'est-ce que je suis capable de métaboliser sans que ça me nuise à partir du moment où ça serait systématique? Et est-ce que, comment dirais-je, est-ce que le fait d'en parler autour du monde, parce qu'on revient sur l'histoire de la sociabilité, est-ce que le fait d'en parler en ces termes autour de moi, c'est-à-dire non techniques, des termes non techniques, le Nutri-Score, c'est technique, d'accord? J'ai rien contre le Nutri-Score, mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop sophistiqué, ça se veut simplificatoire, et ça ne l'est pas du tout, en l'occurrence. C'est très facile de contourner les effets contraignants du Nutri-Score, et tu l'as très bien démontré avec l'exemple des céréales, la boîte de céréales. Donc la meilleure approche, à mon avis, c'est de resocialiser le langage qui est lié au rapport à la nourriture. Donc, c'est de parler avec les gens, avec les enfants, avec ses collègues, avec sa famille, avec les gens qui vendent de la nourriture, de leur poser des vraies questions en disant, voilà, moi, je veux savoir. Voilà, je veux comprendre. Des choses simples. Je veux savoir d'où ça vient.
Voilà. Pourquoi on dit que, je dis n'importe quoi, mais pourquoi on nous dit que les tomates d'Espagne, il ne faut pas les acheter, il faut prendre des tomates d'origine française? Est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Quel est l'argument? Voilà. Quand on sait, quand on commence à savoir, avoir des informations, là j'ai pris cet exemple, mais c'est n'importe quoi, la volaille, ce que vous voulez, le chocolat, le café, c'est ça, à mon avis, la logique. La logique, c'est la lucidité. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est pas de dire on va mettre en place des dispositifs techniques qui vont permettre d'aiguiller les gens. Non, si vous aiguillez les gens, il y aura toujours des hackers pour prendre le système dans son défaut et manipuler les masses en donnant l'impression d'une vertu. En réalité, on continue d'orienter et de guider les consommateurs avertis, alors qu'en réalité, voilà, c'est pas du tout le projet. Le projet, c'était de les instruire, c'était de les rendre responsables, c'était de les rendre intelligents. Donc voilà. Donc, ma conclusion, c'est de dire ça, c'est de dire, il peut y avoir une transition alimentaire vertueuse, mais pour ça, il faut une transition identitaire. Il faut devenir lucide. Voilà. Merci Claude. À bientôt.